Bonsoir, nous avons avec Ce sont nous des choses qui arrivent. Fabrice Franck et Loni Besançon, qui sont deux des auteurs d'un papier qui s'appelle, attention, Raising Concerns, attention, je peux le faire aussi, on questionable ethics approvals, a case study of 456 trials. Bon, en gros, des problèmes d'éthique et d'approbation de la recherche, 456 études de l'IHU militaire et d'infection qui posent question. Qu'est-ce qu'il y a, Les Vlad? jingles sont vraiment trop forts et les gens sont J'ai pourtant baissé Ah, le raison. son des jingles, mais moi je peux pas faire des miracles. J'ai baissé là, je rebaisse encore un peu. Et promis, la prochaine fois il sera moins fort, mais je peux pas faire plus. C'est du direct, hein, donc c'est pas vous entraîner les oreilles Non. avec votre consentement. Alors, Fabrice et Loni. Alors Loni, toi tu es déjà venu, on te connaît un petit peu, mais tu vas quand même te représenter. Qui es-tu, Loni? Donc, je m'appelle Loni Besançon, j'ai eu mon doctorat en 2017, fin 2017, en visualisation de données. Je travaille beaucoup sur des questions de méta-recherche depuis, donc comment utiliser des techniques de représentation visuelle pour éviter les problèmes qu'on a pu voir au cours des 15-20 dernières années dans la science, type la crise de la repro et ce genre de choses. Ok. Et Fabrice, qui es-tu? Bonsoir, je suis Fabrice. J'ai fait un parcours un peu atypique, en passant par la recherche et puis l'informatique, et puis aujourd'hui un petit peu de tout. Un Voilà. petit peu de tout. Bon, donc tu as aussi un doctorat en... J'ai un doctorat en biologie. Non, parce que ça compte. Hein. Je veux dire, vous avez tous un indice H plus faible que Diderot, mais vous avez quand même tous un doctorat. Donc vous avez travaillé. Et vos co-auteurs, est-ce qu'on peut dire un mot de vos co-auteurs, s'il vous plaît? Ouais, il y a pas mal de monde, hein. C'est une publication avec pas mal de monde. On a Jérôme Barrière. Alors, je vais pas essayer de citer tout le monde parce que sinon je vais oublier du monde, je pense. Alexander Il y a Nance Samuel, Florence, Véronique j'ai les noms. Sada, Nance Florence, qui est médecin. Ouais, On a ouais. Gideon Meyerowitz-Katz, que je ne connais pas. Qui est épidémiologiste. Jérôme Barrière, qui est en médecin Australie. également, qu'on a reçu dans l'émission. Eric Billy, qui est médecin aussi, mais chercheur, je crois. Il est chercheur mais pas médecin de mémoire. C'est l'inverse, pardon. Véronique Saada. Chercheuse en biologie aussi. Alexander Samuel, qu'on connaît un petit peu, hein, il a un doctorat en biologie, et c'est un militant qui sur l'intégrité également. Et Jacques Robert, qui... Professeur émérite, je crois, en pharmacologie de mémoire. Hein. Je dis ça de D'accord. mémoire. Donc tous ces gens-là se sont réunis Cancérologie, pardon. C'est ça. en... Cancérologie. Cancérologie. Donc ces gens se sont réunis pour s'intéresser à un cas particulier. Et en fait, j'ai oublié mon éditorial, donc je vais lire un édito qui dure 2 minutes avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mais les gens vont comprendre le contexte. Et donc l'édito, un petit peu lourd, hein, en 1947 est établie une liste de conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables d'un point de vue moral et éthique. Elle est le fruit d'une réflexion qui débute bien avant la Seconde Guerre mondiale, mais elle fait date car ce sont ces critères qui ont permis de juger les médecins ayant participé à l'horreur des expérimentations sauvages du régime nazi. J'ai prononcé le mot nazi 2 fois. J'ai dit 2 fois nazi, Vlad. Je suis pas fier de toi. Mais quand même, il fallait le dire. Le respect de la personne humaine par les médecins n'est pas une vérité établie, c'est une exigence de civilisation inscrite dans la déclaration de Helsinki de 1964 et les travaux du congrès de Tokyo de 1975. Ces principes sont connus sous le nom de Code de Nuremberg et ils visent à protéger les droits des patients, en particulier les populations vulnérables, contre des pratiques dangereuses que pourraient choisir d'adopter des laboratoires, des industriels ou des chercheurs. Extrait de la déclaration d'Helsinki. Article 25. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu'il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. Extrait de l'article 26, si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d'un témoin. Article 27, lorsqu'il sollicite le consentement éclairé d'une personne pour sa participation à une recherche, le médecin doit être particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation. Important.
Certains des informateurs et confusionnistes réclament sur les réseaux un procès Nuremberg 2, vous avez peut-être passé ça, exigent que des têtes tombent, évoquent la peine de mort, et le blog complotiste France Soir, qui est un blog complotiste, quoi qu'en dise le tribunal de commerce, s'est permis une référence à la guillotine, hein, avec la veuve, etc., etc. Il y aura peut-être une forme de procès Nuremberg version année 2020, puisque un grand institut de recherche français a, semble-t-il, violé les principes du code de Nuremberg en méprisant les devoirs éthiques de la loi que la loi lui impose. Cet institut, c'est l'IHU militaire d'infection de Didier Raoult. Et donc je reçois de les auteurs d'une étude qui n'est pas encore publiée, mais qui est acceptée. Elle est sous embargo. Elle sera disponible pour tout le monde au mois d'août, normalement. Et vous pourrez regarder ce qu'il en est. Et on va développer avec eux le contenu de leur étude, où ils montrent qu'il y a un problème avec un nombre conséquent, 456 études, voilà, qui sont sur ce graphe de toute beauté, que je vais laisser Franck et Eloni expliquer. Donc on démarre l'histoire avec Franck, hein. C'est avec toi que ça commence, cette histoire. Oui, bah, en fait, moi, j'étais comme plein de gens à regarder un petit peu ce qui se passait autour de l'IHU et à lire les publis. Et à un moment, on m'a alerté sur le fait qu'ils réutilisaient plusieurs fois les mêmes numéros d'autorisation pour différentes publis. Ah, Voilà, et parmi ces numéros, il y avait un numéro, le 09022, qui a été utilisé dans 248 publications différentes. Donc, c'est un numéro d'IRB, c'est-à-dire que c'est ce que l'éditeur scientifique demande pour que les auteurs justifient de ne pas avoir fait n'importe quoi. Ça n'a pas de valeur légale, mais c'est les autorisations qu'ils ont présentées pour justifier l'autorisation de publier. donc ça, voilà, quelqu'un t'alerte en disant intéressez-vous à ce numéro-là, tu te rends compte que c'est le même numéro. Alors, on rappelle, un tel numéro, normalement, c'est associé à une recherche qu'on autorise, et après, on repasse devant un comité pour avoir une autre autorisation. C'est pas à utilisation, c'est pas le recyclage, quoi. Voilà, alors ça pourrait être dans le cadre d'une seule et unique étude. Bon, déjà 248 articles, ça fait un peu beaucoup. Mais de toute façon, il y a tellement de prélèvements différents, c'est sur des continents différents, et ça s'étale sur 13 ou 14 ans. Ouais. Donc c'est absolument... c'est très difficile d'envisager que ce soit la même étude. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut expliquer comment, normalement, on est censé produire ce type d'autorisation, les IRB, Institutional Review Board, les comités d'éthique, en fait? Parce qu'il y a des comités locaux, où voilà, dans l'équipe, on discute entre nous, on valide, mais il y a certaines recherches où c'est pas suffisant, il faut passer par des autorités. Comment ça marche? Tout à fait. Alors après, ça, c'est juste pour le milieu de l'édition scientifique. Ça ne dispense pas d'avoir respecté la loi dans son propre pays. Oui. La loi ou le cadre légal, parce qu'il diffère dans chaque pays. Et en France, on a une loi qui dit qu'à partir du moment où on fait une recherche prospective sur l'être humain, on doit demander des autorisations à un comité d'éthique, voire à la NSM, et éventuellement la CNIL pour tout ce qui est données informatiques. Voilà, alors par exemple, dans les IRB dont on parle dans notre public, dans certains cas, les IRB ont été obtenus avant le début du recrutement des patients. Tant Donc mieux. il est clair, non, ça montre que c'est une recherche prospective. L'IRB a été obtenu avant, donc ça veut dire qu'ils ont été autorisés avant. Donc c'est bien. Oui, sauf que ça montre qu'ils avaient l'intention de faire cette recherche. Et donc, puisque ils avaient l'intention de la faire, c'est une recherche prospective, ils ne peuvent pas dire, comme pour la chloroquine, c'est une recherche rétrospective, Ah, on a soigné les gens, on arrive après coup, on regarde ce qui s'est passé. Non, là, ils avaient demandé l'autorisation avant. Donc, c'est qu'ils avaient l'intention de faire cette recherche, elle est prospective, et elle devait avoir les autorisations légales, donc d'un comité de protection des personnes en France, et éventuellement, suivant le niveau de risque pour les patients, de la NSM. Dans les cas dont nous on parle, c'est toujours des prélèvements, donc c'est uniquement des autorisations de comité de protection des personnes qui devraient figurer dans un certain nombre de cas. y a-t-il un comité local d'éthique à l'IHU? Me demande Vlad, tu peux le dire?
Tout à fait, tout à fait. Il y a un comité d'éthique local interne à l'IHU, présidé jusqu'à récemment par le nouveau directeur de l'IHU, Pierre-Édouard Fournier, et qui a eu différents... pas présidé, pardon, il était secrétaire. Oui, ils sont bien, ouais. Voilà, mais qui a eu différents secrétaires et différents intervenants qui gravitent pas mal dans l'entourage de Didier Raoult quand même. Donc il y a un petit côté un peu gênant de se demander s'ils se sont vraiment retirés des décisions qui les concernaient ou Oui, parce si, que, parce que ce supervisé. comité d'éthique local, c'est lui qui fournit ce document, Oui, ce numéro, sans en avoir référé, parce que on va parler des RIPH 1, 2, 3, le NID, tu parles de ce que c'est, voilà, tout à l'heure, mais puisque c'est du prospectif, c'est de la recherche, on est censé demander les autorisations, et là on a un comité dans lequel on a Pierre-Édouard Fournier qui est membre de ce comité, qui a vu passer toutes ces décisions-là, qui lui-même a co-signé au moins 2 papiers, vous m'avez dit, qui reçoivent ce numéro d'autorisation. Donc si lui, il a relu et qui s'est demandé comment la recherche que je signe a été autorisée, il a dû voir le numéro passer au moins 2 fois. Et maintenant, une fois que Didier Raoult est parti et qu'on lui dit non mais rassurez-vous, tout est réglé, on change de direction, eh ben, c'est ce mec-là qui est à la direction, qui a fait sa thèse avec Didier Raoult d'ailleurs. Donc en fait, ça change pas, c'est la continuité du système. Donc si on veut, si jamais il y a des choses dedans qui sont répréhensibles, c'est pas cette équipe-là qui va nous en parler. Ça paraît compliqué. Donc heureusement qu'il y a des gens comme vous qui, bah, du coup, on va s'en occuper, on met le nez dedans. Et pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est quoi les RIPH 1, 2, 3 et pourquoi il y avait besoin? Parce qu'on pourrait dire, ils font de la recherche, laissez-les tranquilles. Mais en fait, la loi dit non. Pourquoi est-ce que la loi dit non? Loni, Fabrice. Vas-y, tu peux y aller, Fab. Si t'étais lancé, donc tu peux y aller. partagez un petit peu, vas-y. Bon, la loi dit non parce que comme tu l'as bien rappelé tout à l'heure, il y a eu des abus par le passé, hein, donc on essaie de protéger toujours les participants possibles des projets de recherche. Il y a des cas très simples, évidemment, où on sait que ce ne sera pas un souci, d'autres cas où on se dit que ça pourrait être un souci, donc on demande à des comités externes d'évaluer l'éthique de la recherche qui est proposée. Ça se fait de façon assez automatique. Hein, je veux dire, la plupart des institutions, maintenant, on fait une demande en ligne, on appuie sur un bouton, on rentre les informations, c'est envoyé directement au comité d'éthique qui se réunit toutes les N semaines, qui prend une décision, qui envoie la décision, et s'il y a besoin de modifications, il demande les modifications, s'il y a besoin de précision sur les thématiques de la recherche, les méthodes, etc., il demande ces précisions-là, et c'est réévalué à la suite, etc. En fait, c'est un peu comme... c'est un peu le même processus que le processus de peer review, sauf qu'il n'est pas sur l'importance de la recherche ici, il est sur la pratique qui va être faite pour récolter des données, en fait. Donc c'est extrêmement important et c'est mis en place réellement partout, de façon complètement automatisée, je pense, dans toutes les universités maintenant, parce qu'il en faut tout le temps, quoi. Alors, moi j'ai reçu des Damien Barou il y a quelques jours, la vidéo était en ligne hier, où on a parlé de Gautret et al., l'étude 2020 pendant la crise de la Covid. On pourrait se dire, là, il y a un contexte particulier, ok, on lance la recherche avant d'avoir des autorisations, et Damien même a reconnu, c'est pas grave, enfin, ils ont demandé un peu tard, ils ont eu l'autorisation un peu tard, mais là, on parle de choses qui datent d'avant le Covid. Et l'article d'Olivier Hurtel dans Le Point nous explique que ça fait 30 ans que ça dure. Depuis 93 au moins. Donc, ça fait 30 ans que Didier Raoult, puisqu'il est présent à chaque fois, hein, est-ce qu'il est... Dans les 456 papiers, est-ce que Didier Raoult a tout signé? Pas tout, mais une immense majorité. Voilà, donc on parle quand même de lui, et on sait bien d'ailleurs que, je vous lirai tout à l'heure un petit texte qu'il dirigeait tout, quoi. Ça fait 30 ans, et donc il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas besoin de faire du quick and dirty, il fallait faire de la bonne science. Donc maintenant, voilà, il y a d'autres numéros, hein. Il y en a 248 avec ce numéro-là, mais en tout, il y a 456 papiers avec d'autres autorisations. Et donc, les RIPH 1, 2 et 3, j'ai peut-être raté, vous ne l'avez pas dit ça, hein, ce que c'est, pour que les gens comprennent ce que c'est. Non, vas-y, Fab, t'es plus calé que moi là-dessus, du coup. RIPH, c'est recherche impliquant la personne humaine. Il y a 3 niveaux suivant la mise en danger du patient, c'est-à-dire que RIPH 3, c'est sans intervention. Il n'y a aucun risque pour le patient. RIPH 2, c'est un risque minime. 3, c'est-à-dire on prélève, enfin on récupère éventuellement des déjections de l'urine, voilà, on prélève, mais on n'intervient pas. Tout à fait. Alors,
Moi, à titre personnel, je trouve que c'est un peu abusif de demander une autorisation au comité des protections des personnes pour récolter des prélèvements de sel. Je trouve que Il y a un peut-être peu. des données génétiques dans l'affaire. Alors, dans le cas où on ne fait pas de séquençage derrière, tout à fait d'accord. Mais si c'est juste pour aller chercher des bactéries du caca comme ils ont fait pendant 30 ans, ça ne me choque pas particulièrement. Quand on arrive plutôt dans les RIPH2, où là, on a un risque minimal pour le patient, donc on va trouver tout ce qui est prise de sang, écouvillonnage rectaux, notamment sur les bébés, on en a parlé Ah oui, c'est vrai. avec le rapport de la NSM. Là, Là, oui, je pense que, à titre personnel, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je pense que là, il faut une loi qui dise non, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans n'importe qui pour n'importe quelle raison, quoi. Voilà. Et la RIPH 1, c'est quand là, il y a un risque qui est un peu plus important. Typiquement, c'est les études sur les médicaments, comme l'étude sur l'hydroxychloroquine sur Qui est 30 les plus récentes. Et donc, au-delà de ça, il y a le problème de la population en plus impliquée. Il y a des populations vulnérables qui sont impliquées là-dedans. Vous avez les données, et notamment des étudiants et des étudiantes qui Des n'avaient pas enfants. tellement le choix de refuser d'aller s'écuvillonner le rectum ou le vagin pour récolter les bactéries pour Didier. Bah, c'est l'article de la déclaration d'Helsinki que tu lisais tout à l'heure, hein, Oui. qui dit clairement que dans ce cas-là, oui, leur consentement n'est pas libre et éclairé, sans vouloir reprendre une thématique complotiste en vogue en ce moment, quoi, sur d'autres sujets. Bah, c'est pas complotiste que de s'intéresser aux droits des gens Non, mais il y a qui... beaucoup de gens qui disent ça à tort. Ah oui, bien sûr. Bon, ouais. Mais bon, Mais c'est là, pas grave, c'est un vrai sujet, le consentement. Et du coup, bah, parmi les autres populations, il y avait des populations de SDF. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, donc, l'article du Point d'Olivier Hertel est très très bien, je vous le conseille. Hein. Vraiment, il fait le truc. Mais, et d'ailleurs, il cite vos travaux, parce que c'est un peu vous qui avez mis ça. C'est même carrément vous qui avez mis ça à jour, quoi. Les journalistes le Il y a- savent parce que vous avez fait votre travail, quoi. Alors, il s'est passé Il faut- quoi avec les SDF? Il faut aussi citer Elisabeth Bick qui a commencé tout Oui. ça. Exact. On va pas oublier. Vous nous expliquez Oui, pour- Ouais. tu veux y aller sur les SDF? Mais sur les SDF, c'est une histoire un petit peu compliquée parce que, en gros, la défense de l'IHU qui a été mise en avant, quoi, qui est expliqué dans l'article point, hein, c'est que c'était juste en fait de la, comment on dit, du standard care, quoi. Donc on soignait les gens, donc on ne faisait pas de recherche, donc c'est pas un souci, etc. Sauf que en même temps qu'on faisait ces soins standards, hein, on allait aussi faire des prélèvements chez des gens non malades. Donc si on est dans l'optique de soins, on peut clairement pas inclure des gens qui sont pas malades, on est d'accord. On peut pas aller faire des Euh, prélèvements chez des gens non malades Voilà, et dire que c'est du on n'est plus soin. dans le soin. Voilà, on n'est plus dans le soin. Donc la défense qui est de dire qu'on est dans le soin et qu'ensuite on publie parce qu'on a réussi avec les données qu'on avait pendant qu'on soignait à trouver quelque chose d'intéressant, là elle tient plus en fait. C'est là qu'on a un souci parce qu'il aurait fallu à minima demander une autorisation pour pouvoir avoir ces prélèvements sur les personnes seules. Oui. Donc là, clairement, donc, il y a une défense qui tient pas, ils sont hypocrites et menteurs. J'accuse là il y a l'IHU d'être là il y a hypocrite quelque et chose qui va menteur. pas. Ouais. Ouais. Là, On verra très bien clairement si je suis c'est poursuivi, après tout. On y place après. Et il y a eu notamment un traitement sur la tuberculose. Ça a déjà été évoqué auparavant, mais du coup, vous êtes là, peut-être que vous pouvez nous en parler, parce que parmi les populations vulnérables, il y a des gens, donc SDF, qui sont sujets à la tuberculose beaucoup plus que la population générale, chez qui on peut aller chercher, lorsqu'on est intéressé par ça, les bactéries qui sont en cause, et traiter et tenter des traitements. Il y a un traitement qui existe pour la tuberculose, et à l'IHU, ils ont décidé de faire autre chose. Et le problème, c'est que leur traitement, il faisait perdre des chances aux malades, et il y a même eu des complications graves pour au moins l'un d'eux. Je sais pas les détails, mais peut-être que vous en savez plus. Et ça, typiquement, est-ce que cette étude-là, elle est parmi les 1456 que vous avez repérées? lagué. Ah, vous savez pas? J'aurais dû poser la question avant, là, j'arrive en brut pour point, paf, avec la question. Mais je sais plus, il y en a tellement que bon, je vais te répondre. Au-delà de ça, peut-être que du coup, vous pourrez vérifier en cours, mais et cette recherche-là en tant que telle, c'est pas du soin, c'est de la recherche.
Oui, parce que en fait, si on se place dans la perspective du soin, encore une fois, on doit aller pour le traitement qui est prouvé et recommandé, hein. Oui. Si on décide de façon plus ou moins systématique d'aller pour un autre traitement et d'en publier les résultats, on n'est plus, encore une fois, sur du soin standard. En tout cas, pas comme défini visiblement dans la loi sur l'éthique de la recherche. Donc c'est là qu'on a un souci. Quand on dévie du traitement recommandé de façon quasi systématique, c'est un problème. Donc là, sur les SDF, on a des dizaines d'études, incluant des études sur la tuberculose, oui, qui mentionnent des numéros d'IRB qui ont soit un problème de date, soit qui ont été mentionnés dans d'autres cadres, soit qui ne mentionnent pas les prélèvements qui sont autorisés. Ça, on n'avait pas ces informations-là à l'époque où on a écrit notre publi, et à l'époque où on l'a soumise, mais depuis, l'ANSM a rendu public certains IRB de l'IHU, et on peut voir qu'il y a des articles où nous on dit il y a un problème, et il y a par exemple des prélèvements vaginaux, et l'IRB de l'IHU mentionne des prélèvements de sel, Ouais. ou de salive, etc. Et ça, on pourrait dire que c'est justifié parce qu'ils sont très très bons, c'est des grands chercheurs, faut pas les emmerder, ils font de la recherche de bonne qualité. Et si vous voulez bien, je vais prendre 2 minutes pour vous lire un historique de l'avis des chercheurs et des instituts de tutelle sur ce qui se passe. Après, on pourra revenir et conclure sur votre travail. Parce que du coup, nous, mortels du commun, on a découvert Didier Raoult en 2020. La plupart des gens qui l'adorent ignoraient son existence avant, hein, donc comme tout le monde, on l'a découvert. Mais il y a plein de gens qui le connaissaient, parce que c'est un peu une star, mais pour des raisons peut-être que vous ignorez, c'est que en 2006, Didier Raoult et 4 de ses co-auteurs sont interdits de publication pendant 1 an dans les revues de la Société américaine de microbiologie, parce qu'il y avait une fraude. Donc la communauté scientifique avait étiqueté fraudeur sur le front de Didier Raoult en 2006. C'était il y a longtemps. En 2015, l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, livre un rapport accablant sur la gestion humaine et scientifique de l'Institut. Donc ça puait beaucoup, c'était 5 ans avant. En 2017, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur rend un rapport sévère sur 2 unités de recherche de l'IHU, Vitrome et MEFI. Et je cite le rapport, qui déplore un accent mis sur le volume de publications plutôt que sur leur qualité. Pour l'élite, c'est dommage. Un manque d'expertise dans des domaines clés. C'est dommage pour l'élite. Une compilation de nouvelles bactéries sans réel bénéfice scientifique. Donc c'est ce qu'on a. On va écoubillonner, on récolte et on étiquette. Et une revue, New Microbes and New Infections, qui est citée comme une tentative désespérée servant à publier des articles refusés par les autres revues. En 2017, un rapport missionné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dénonce de nombreuses dérives. Je cite un management autocratique, je vais dire acrobatique, mais presque, et un mode de gouvernance verticale qui a facilité l'expression de comportements hautement condamnables, harcèlement moral, mais également sexuel, mépris des personnes, ignorance des réglementations, hostilité à l'égard des regards extérieurs, défaut de concertation avec les tutelles. Ce rapport n'est pas rendu public par la ministre Frédérique Vidal d'Emmanuel Macron. Le gouvernement Macron est responsable de ne pas avoir réagi à cela. En 2018, l'IHU perd ses tutelles INSERM et CNRS pour, je cite, désaccord stratégique et évaluation scientifique défavorable. Donc l'INSERM et le CNRS ont dit, l'IHU, vous êtes nuls, on se casse. En 2018. Et donc quand en 2020 il arrive, eux ils étaient au courant. Bon. L'Institut de recherche pour le développement envisage de se désengager de l'IHU suite à la révélation du financement versé dans un contexte de conflit d'intérêts. Le président de l'IRD, c'est le mari de la présidente de l'IHU. Il y a 1 million d'euros dans l'affaire et ça va être jugé en juillet prochain. Il y a peut-être de la corruption, mais c'est pas jugé. C'est compliqué quand même, hein. Un nouveau rapport de l'IGAS lancé fin 2021 est encore plus dur avec l'IHU de l'ère Raoult. Il relève de graves manquements en matière de recherche et de soins, notamment en termes de risques psychosociaux, avec la mise en place d'une logique de soumission des personnels à un management tyrannique, donc il est acrobatique, autoratique et même tyrannique, et de pratiques médicales déviantes, de nature à relever d'une qualification pénale. Tout ça, c'est très grave. Le rapport relativise la qualité de la production scientifique, moins bonne que celle des autres IHU, autant pour l'élite. Encore une fois, j'ai fini presque.
4 plaintes pour harcèlement ou agression sexuelle sont déposées à l'encontre de chercheurs ou d'enseignants de l'URMIT, une unité dirigée par Didier Raoult. Et lui, il a répondu en disant « Oh, c'est une affaire de cœur qui a mal tourné ». 4 plaintes pour harcèlement sexuel sous ses ordres depuis des années. On note aussi que la protection juridique accordée à M. Raoult a coûté 95 000 euros, qu'on a payé nous, c'est argent public. Depuis juin 2023, suite à la prépublication d'une étude sur 30 000 malades, on l'avait arrivé il y a peu de temps, du Covid qui s'avère être une vaste expérimentation sauvage et qui est finalement rétractée avant même d'être revue par les pairs, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, François Crémieux, appelle à un départ effectif de Didier Raoult, qui avait encore son bureau, mais là il ne l'aura plus, dont il dit qu'il porte atteinte à la réputation de l'IHU. Tout ça, ça montre qu'en 2020, quand Didier Raoult apparaît aux yeux du monde, en exultant et en se présentant comme l'élite absolue, la référence suprême, les instances de santé publique savent que ce type est un personnage en pleine dérive et tout le monde a laissé faire. Et vous, heureusement, vous travaillez et vous alertez le monde de la recherche et notamment, puisque maintenant, enfin, les instances font des enquêtes, il reste le monde de l'édition. Ah, parce que là, on a 456 papiers qui peut-être devraient être retirés. Alors, est-ce que vous voulez réagir à ce que j'ai rappelé en historique ou pas? Ou est-ce que vous voulez nous parler des éditeurs de sciences? Je vais te rajouter un truc sur ce que tu viens de rappeler. Il y avait eu aussi un article publié dans Science. C'était pas un article qui présentait des nouvelles recherches, mais qui s'était intitulé Sound and Fury in the Microbiology Lab. Il déjà présentait certaines des méthodes employées à l'IHU, et notamment certains collègues de Didier Raoult qui avaient décidé de ne plus collaborer avec lui suite à certaines choses qui se sont passées. On n'a pas nécessairement de détails, oui. Mais on a des personnes qui par email disent voilà, je témoignerai, qui disent ça, je ne témoignerai que de façon anonyme parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, etc. Donc c'est des choses qui sont publiques. Bon, cet article-là, en l'occurrence, est derrière un paywall, mais le monde de la recherche a forcément vu passer cet article-là. Oui. Donc on est sur quelque chose effectivement qui date de, là je crois que c'était 2006. L'article date de 2010, je crois, ou 2000. C'était 2010 ? Ah, tu as raison, 2012, pardon. 2012, puisqu'il faisait suite au Grand Prix de l'INSERM. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Donc ce monsieur reçoit encore des grands prix. Bon, après, ces équipes ont fait des découvertes. Il y a les mégavirus, les mimivirus, c'est des grandes découvertes. Mais sa réputation à l'international, il faut arrêter de croire ce qu'il en dit lui-même. Et tous les journaux, tous les journalistes qui le reçoivent disent c'est un grand professeur, etc. Il faut arrêter de croire ce qu'il en dit, en fait, peut-être. Il y avait eu un article du New York Times, he was a science star and then he decided to promote a questionable cure for COVID. Donc c'était une star de la science et ensuite il a décidé de promouvoir un remède questionnable pour le Covid, qui avait sa photo en grand et ce titre-là. Donc c'était assez fort quand même comme message. New York Times, c'est quand même extrêmement lu. Donc effectivement, on n'est pas toujours proche de l'image présentée dans les médias français en tout cas. Tout à fait. Fabrice ? Oui, en 2012, donc cet article dans Science est aussi intéressant à plus d'un titre parce que dedans, ils expliquent la défense de l'IHU qui est en gros la même qu'aujourd'hui. On est les meilleurs, vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a absolument pas le début d'une remise en question. Et derrière, c'est des attaques contre la journaliste qui a rédigé ce papier, quoi. Comme d'habitude. Voilà. Alors, donc, bon, tous les gens, il y a 10 ans. Donc vous, votre travail, ça a été, en gros, vous êtes des lanceurs d'alerte. Vous dites, voilà, nous, on a repéré un problème d'autorisation. Ces recherches, en fait, elles sont illégales. Alors, moi, j'ai envie de dire quand même, ces travaux existent. Ces travaux, a priori, il n'y a pas des fraudes partout, même si maintenant, on n'est plus sûr de rien. Donc, est-ce que vous voulez qu'on les rétracte parce que... qu'est-ce qu'on peut... C'est quoi la bonne réponse? Parce que retirer des travaux, c'est dommage, parce que les chercheurs juniors, les thésards qui sont dans l'équipe, ils sont responsables de rien. C'est des gens qui font leur carrière, il faut bien la faire quelque part. Ils rentrent dans l'IHU, ils rentrent dans un système, ils ne sont pas au courant. Mais quand on est dedans, il faut publier, quoi. Et puis après, on part en courant. Donc, ceux qui sont restés longtemps et qui sont professeurs d'université maintenant et qui ont plus de 40 ans et qui sont encore là-bas, ils sont complices comme tout le monde, mais les autres ne le sont pas complices. Est-ce que ce serait quand même grave de retirer leur papier pour eux parce que eux, leur carrière, elle est mise en danger? Malgré tout, il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer du monde scientifique,
du monde des éditeurs qui ont le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que vous demandez en fait? Fab, je te laisse commencer. Bah, c'est très simplement qu'ils se saisissent du problème parce que, encore une fois, nous, on a investigué, on a vu des choses, mais je pense que c'est comme dans toute enquête, il faut être indépendant entre l'enquête et les décisions qui sont prises derrière. Oui. Et c'est leur travail de prendre en compte ce que nous, on leur transmet, d'investiguer de manière contradictoire, donc en demandant aux auteurs qui, peut-être, dans plein de cas, ont de très bonnes justifications qui démontrent qu'il n'y a aucun problème. Mais c'est aux éditeurs scientifiques de faire ce travail-là, et derrière, c'est à eux d'en tirer des conclusions. Or, Absolument, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est d'analyser les données qui étaient publiques, en fait, tout ce qu'on pouvait trouver publiquement, donc les données des papiers, etc., et recouper qui est dans le contenu de l'article. En fait, ce que Fabrice a fait, qui était un travail titanesque, c'était de regarder les papiers qui ressortaient, par exemple, avec ce numéro d'autorisation, le 09022, et d'ensuite récupérer les métadonnées de l'article et le contenu, c'est-à-dire quel était en quoi la recherche consistait dans cet article. Et ensuite, donc, on a fait le graphe que tu as présenté par rapport à ça, qui montre des études très très hétérogènes dans beaucoup de pays différents, sur des adultes sains, des adultes avec des présentations spécifiques, des enfants sains, des enfants avec des présentations spécifiques, des prélèvements différents. Enfin, on est vraiment sur du très très hétérogène. Ouais. Mais nous, on peut rien en tirer de ça, d'accord? On ne sait pas, sur le 09022 en l'occurrence, on ne sait pas à quoi il correspond, on ne sait pas ce qui a été demandé. Donc on ne peut pas aller plus loin que ça, que dire, voilà, écoutez, ça arrive très rarement qu'un numéro d'éthique comme ça soit réutilisé autant, ça peut être réutilisé un petit peu, ça arrive assez régulièrement en sciences, mais aussi souvent, autant d'études, sur autant d'années, dans des pays complètement différents, sur des prélèvements complètement différents, on est sur plusieurs red flags. Ça veut dire que tout est mauvais, ça veut peut-être même pas dire que quoi que ce soit est mauvais, on ne sait pas. Par contre, il faut se poser la question, utiliser ces données publiques et se dire qu'est-ce qu'on peut savoir. Et nous, on est limité, on n'a que les données publiques. Par contre, les éditeurs, eux, ils ont le pouvoir de dire écoutez, là, vous avez publié cette étude-là, est-ce que vous pouvez nous montrer, par exemple, ce que contenait votre application, donc quand vous avez postulé pour avoir votre recherche approuvée, quel était le contenu de ce document. Heureusement, en sciences, quand un chercheur reçoit des critiques, il y répond cordialement. Donc évidemment, à l'IHU, tout le monde s'est empressé de vous dire « Ah, mais attendez, ces numéros-là, on va vous dire d'où ils viennent. Ils ont été extrêmement transparents, ils ont été délicieux et très polis. » Il déroute lui-même à dire « Ah, vous avez raison, il y a un problème, il faut qu'on enquête et puis il faut qu'on tire ça. » Évidemment, c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Comment ça, non? Non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été, c'est pas qu'avec nous. On voit qu'Elisabeth Wick a eu aussi beaucoup de questions sur les études de l'IHU. Elle a eu le même genre de réponse. D'abord, elle a une absence de réponse sur Papier, puis finalement, donc Papier qui est une plateforme pour poser des questions après publication en général. Puis finalement, il y a des menaces légales. Parce que Papier renvoie un email aux auteurs. Parce qu'il avait menacé. Mais est-ce qu'il a porté plainte contre Madame Wick? Elle n'a jamais rien reçu, visiblement, mais... il a beaucoup dit, je vais porter l'argent. Il n'avait pas dit pareil pour Damien Barraud. Damien Barraud n'a jamais reçu non plus de plainte. Donc Didier, il faudrait arrêter de signer n'importe quoi et puis vous intéresser à ce que vous dites. Alors, pendant que tu commençais l'émission, il a fait un tweet où il explique que sa femme porte plainte contre une médecin qu'il cite nommément, tant qu'à faire, autant jeter les gens en pâture, pour violation de son dossier médical. Les rebondissements extraordinaires qui nous sont annoncés, ça serait donc une plainte de sa femme pour violation de son dossier médical. Le dossier médical de sa femme? Oui. Bon, alors, par rapport à l'histoire sur le Covid qui avait été partagée beaucoup à l'IHU, je crois que c'était ça. Voilà, l'histoire du cluster à l'IHU. Ah, le cluster de l'IHU. Et... Ah, bon, alors peut-être qu'il y a eu violation de secret médical. C'est pas bien de faire ça, donc peut-être qu'elle a raison de porter plainte. Mais enfin, si c'est la seule défense, ok, ils feront ça au tribunal de commerce, je suppose, comme tout le monde. Non, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que Divisio annonce que tout le monde va se réveiller en garde à vue, qui va aller nous chercher dans notre lit. Moi, c'est pas trop mon genre Divisio, mais bon. Et derrière, on se retrouve avec une plainte de la femme de Raoult pour quelque chose qui est quand même hors du sujet scientifique en réalité. Ça fait pchit, comme disait un président.
Ah bah là, ça fait pchit. Donc, on n'a pas de réponse de l'IA. Alors, quand même, Non. on me dit que si Pierre-Édouard Fournier, vous avez utilisé la commission d'accès aux documents administratifs, vous nous en parler un petit peu, et quand même, il y a eu des réponses. C'est-à-dire qu'ils sont quand même pas totalement fermés. C'est pas des voilà. Il y a eu quelques réponses quand même de leur part. Ou Ouais. Pierre-Édouard Fournier nous a transmis un certain nombre des IRB qui n'avaient pas été demandés, qui n'avaient même pas été... Parce que, en fait, la demande CADA était auprès de la NSM pour qu'ils nous fournissent les IRB auxquels ils auraient eu accès pendant leur inspection. Donc les IRB, c'est les numéros d'autorisation Tout à fait. de quel comité? Du comité d'éthique local de l'IHU Local. Méditerranée. Ok. Donc, Voilà. donc, dans lequel M. Fournier était membre avant de devenir président enfin, directeur de l'IHU. Voilà, donc la NSM nous a fourni celles qu'ils avaient demandées, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, ils n'ont même pas jugé intéressant de demander les IRB pour vérifier s'il y avait réellement un problème ou pas à ce niveau-là. Et les autres IRB donc, nous ont été transmis par la direction de l'IHU et Pierre-Édouard Fournier. Ok. Donc ça, c'est quand même un geste... moi, j'ai Il trouvé faut que se c'était dire, on est tellement critique, on a l'air tellement vent debout que non, quand ils font des choses bien, il faut être honnête avec eux. Hein, voilà. Oui. Maintenant, les éditeurs, parce que toi, Lenny, tu es aussi co-auteur d'un autre papier qui regrette un petit peu la lenteur avec laquelle les éditeurs, parce qu'il y a d'autres chercheurs comme ça qui ont fraudé. J'ai vu Damien Barraud passer dans le chat qui dit que le record c'est 187 papiers, je crois, des chercheurs qui toute leur carrière ont fraudé, on fait n'importe quoi, et puis on se rend compte au bout de 20 ou 30 ans, on retire tout. Mais les éditeurs, évidemment, eux, leur intérêt, c'est qu'une fois que le papier a été peer-reviewed, ils le mettent dans leur stock et ne veulent plus y toucher. Parce que c'est très compliqué de devoir rétracter un papier, ça fait changer les impact factors. Et comme c'est une industrie extrêmement profitable, eux, ils veulent que tout reste tel quel, ils ne veulent pas que ça change, quoi. Et toi, tu arrives, tu dis, désolé, mais il faudrait que ça évolue. Alors, comment ça se passe? Oui, alors c'est un petit peu le point de vue qu'on a essayé de défendre avec Elisabeth dans une autre publication, effectivement. Parce qu'on est beaucoup, il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille là-dessus, sur l'espèce de détective académique, tous ces whistleblowers, etc. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça dans la recherche et qui constatent que en fait, les choses changent peu, comme tu le dis. Les éditeurs n'ont quasi aucun intérêt à retirer des articles, c'est très problématique. Et donc nous, on a demandé récemment, via un papier d'opinion publié dans PLOS Biology, je crois, à ce que les éditeurs soient au moins plus transparents, qui mettent très rapidement des expressions of concerns, donc dire qu'il y a des soucis qui ont été relevés sur un article de façon publique et assez rapide, et aussi qu'on change un petit peu la façon dont on voit en fait les papiers rétractés. Actuellement, les papiers rétractés, c'est vu vraiment comme c'est de la fraude, c'est quelque chose de terrible, et c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour de jeunes chercheurs, c'est probablement la fin de leur carrière. Et ça, c'est assez problématique de voir ça comme ça, parce que tant qu'on continuera à voir la rétractation d'articles scientifiques comme un problème, et ben en fait, ça en restera un, parce que ça n'arrivera jamais. Du coup, quand ça n'arrivera, ce sera toujours parce que ce sera vraiment des cas très très graves. Oui. Et donc finalement, on restera dans ce domaine où la rétractation, c'est que pour les articles extrêmement problématiques. Alors que la rétractation, elle peut être faite dans plein de cas. Il y avait une chercheuse que je suis sur Twitter qui avait été très courageuse, qui était une jeune chercheuse, donc elle n'avait pas encore de tenure, elle n'avait pas de poste fixe, entre guillemets, de recherche. Et elle a réalisé que dans 2 de ses articles qu'elle avait déjà publiés, le code qu'elle avait utilisé pour analyser ces données n'était pas correct, alors qu'elle travaillait sur un 3e article. Donc elle a changé le code, évidemment, elle a réanalysé les données, et elle a réalisé que ce qu'ils avaient trouvé dans les 2 premiers articles ne tenait plus, en fait. Donc elle a écrit aux éditeurs, elle a dit, voilà, en fait, je vais vous demander de rétracter mes articles, parce que nos trouvailles ne sont plus vraies, quoi. Et donc ça, c'est très courageux, c'est très bien de l'avoir fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est effectivement très très difficile. C'est un mouvement, c'est un move vraiment très dangereux pour sa carrière. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire réellement, quoi. Ouais. C'est ce qu'il faut faire réellement. Par contre, c'est vrai que sur le CV, ça sera une tâche tant qu'on continuera à le voir ça comme une tâche. En fait, ça c'est indéniable. Il faut qu'on puisse rétracter de façon plus simple des articles problématiques, même quand c'est des petites erreurs. À partir du moment. Sauf que l'équipe qui va la recevoir, elle peut être sûre que c'est une équipe qui attache de l'importance à l'éthique et donc elle y sera bien. Oui, alors c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Malheureusement, c'est pas comme ça que c'est vu du tout. On le sait, il n'y a pas que les éditeurs qui veulent maximiser leur métrique. Il y a les chercheurs avec leur H-index.
il y a les instituts qui veulent publier plein de papiers, comme ça ils reçoivent plus de fonds de recherche, etc. Donc c'est tout un système qui est défini sur la publication en elle-même, pas sur la correction des publications. Et ça, c'est extrêmement problématique. Question ? Donc c'est un petit peu sur lequel sur quoi on essaie d'argumenter, entre guillemets, et de changer les choses. Mais c'est un combat qui va être extrêmement long et compliqué parce que on ne fait face pas à des chercheurs, mais à des institutions entières, quoi. Alors, du coup, malgré tout, il y a eu quelques réponses de quelques éditeurs parmi ceux qui... Parce que, alors, un truc important, avant de parler des réponses, c'est qu'il y a beaucoup de journaux impliqués là-dedans qui sont des journaux dont l'équipe éditoriale est aux ordres de Raoult. Il y a les rapports de l'IGAS soulignaient que il y a un travail vous m'avez signalé un travail de Clara Locher, qui s'intéresse au népotisme en recherche, montre qu'il y a des papiers, là j'ai oublié le nom de la revue, mais dans lesquels plus de 30% des papiers sont signés Didier Raoult. C'est colossal, c'est monstrueux, ça n'a aucun sens. Et ces revues ont été créées pour héberger les papiers, pour récupérer des points SIGAPS, pour siphonner ça, alors que c'est de l'argent qui aurait pu aller à la recherche, mais tout est à l'IHU, donc forcément, avec ça on fait de la recherche. Qu'est-ce que je voulais dire ces revues-là, évidemment, il n'y a pas grand-chose à en espérer tant que l'équipe éditoriale ça sera des gens qui émanent du système Raoult. Ils vont jamais rien retirer du tout parce que ils font corps. Quand on entend le récit de Raoult, complotiste, qui dit tous ceux qui sont pas d'accord avec nous, ils sont corrompus ou mauvais, évidemment, ces revues-là, ces bunkers, ça ne boule pas. Bon, donc cela, il n'y a pas rien à espérer, je crois, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y a d'autres revues qui ne sont pas contrôlées par eux, et eux, peut-être qu'on peut s'attendre à ce qu'ils soient réceptifs à ce problème-là. Il y a des journaux. Alors déjà, première chose, sur les revues de l'IHU, qui dépendent d'une maison d'édition qui s'appelle Elsevier, il y a quand même eu un peu de ménage. Ok. Voilà, on n'a plus les éditeurs en chef historiques de l'IHU qui font la pluie et le beau temps. Et d'ailleurs, on le voit parce que le nombre de publiés IHU dans ces revues a grandement chuté. Moi, j'avais identifié un numéro de NMNI où il y avait 21 articles, dont 19 qui étaient signés par l'IHU. Ouais, c'est beaucoup. Là, mais ça, je fais une parenthèse parce que je pense à ça. Ce serait amusant, les experts en bibliométrie, de regarder la bibliométrie de l'IHU en général, avant 2020 et après 2020. Si Didier Raoult est effectivement soutenu par la science mondiale et attaqué par des vilains chiens que nous sommes incompétents, alors la recherche de l'IHU doit continuer à être à des niveaux élevés, voire augmenter, puisqu'il a raison. Mais si, en fait, c'était une baudruche et qu'on a raison, que vous avez raison de soulever tout ça, alors ça aura des conséquences et le niveau d'impact factor des revues dans lesquelles les gens de l'IHU publient va diminuer. Est-ce qu'on aurait ça comme données ? Est-ce que ce serait visible ? Alors, j'implore des experts en biométrie à faire ça, à regarder et à m'envoyer. Si j'ai tort et qu'il reste à niveau, ça voudrait dire que j'ai tort ou que le système est pire que prévu. Non, ça doit être faisable, hein. Ça doit être faisable, je pense. Hein. Mais le souci est souvent de publier ça. Hein. Ça va être, en fait, c'est un petit peu le problème, c'est que les journaux voudront probablement pas prendre le risque de publier une analyse ciblée sur un institut. Oui, mais si l'analyse existe, moi, je veux bien la lire, même si elle n'est pas publiée, on en parle. On peut faire Oui, ça peut se faire, je pense, hein, parce que ça peut se récupérer de façon presque complètement scriptée. Hein. Nous avons votre co-auteur Nance Duck'n'Roll dans le chat, on le salue. Donc je vous ai coupé un petit peu de manière mal polie. Vous alliez expliquer quand même qu'il y a eu des réponses de PLOS ONE et d'une autre revue qui quand même, voilà, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer, mais c'est mieux que rien. Alors qu'est-ce qu'on voit comme changement ? On a vu les expression of concern, c'est le terme consacré pour dire cette publication est sous investigation, donc on nous a soumis des remarques qui nous paraissent pertinentes, on a demandé aux auteurs de répondre et ensuite on prendra notre décision éditoriale. Voilà, donc il y en a eu 49 chez PLOS, il y en a quelques autres dans d'autres revues, et voilà, c'est quand même une reconnaissance du fait que nous, on n'a jamais dit que dans ce qu'on exposait, tout était absolument
négatif, de la fraude, etc. On expose des inquiétudes. De voir qu'il y a certaines de ces inquiétudes qui sont partagées par l'édition scientifique nous conforte dans l'idée qu'il faut exposer ces faits-là. Alexander Samuel signale que ma question, enfin, mon hypothèse est piégeuse parce que pendant le Covid, évidemment, ils en ont profité, ils ont beaucoup publié et ils ont des impact facteurs de malades avec Gautret et al., qui est une étude qui mérite d'être attractive, mais avec un impact facteur, je sais pas. Enfin, donc, mon pari sur le fait que ça baisse est peut-être un petit peu dangereux. Il faut attendre une paire d'années encore, peut-être, pour voir un réel effet. Voilà. Je pense Je que rétracte, Gautret, oui, je rétracte ce que je viens de dire. Oui, on peut le faire, je me rétracte. je pense quand même que Gautret devrait être de moins en moins cité quand même. Oui. Oui, ça a déjà changé. Hein. J'ai regardé, parce que j'essaie de demander à Elsevier régulièrement de rétracter cet article en utilisant justement les données de citation, en disant cet article est toujours cité, il ne devrait pas l'être. Donc sur cette année, l'article est cité en tout plus de 6500 fois de mémoire. Mais cette année, en 6 mois, seulement 186 fois. Mais c'est logique parce que le Covid est un peu derrière nous quand même, donc forcément, c'est quand même tous les articles sont moins cités. Ça me paraît pas en soi. Oui, puis il y a eu un switch, hein, on en parlait sur un space sur Twitter l'autre jour avec Elisabeth Dick aussi, il y a eu un switch à l'international, l'hydroxychloroquine en tant que remède miracle, ça n'existe plus qu'en France réellement. Maintenant, il y a l'ivermectine à fond aux États-Unis avec toute la fluvoxamine et tout un tas d'autres trucs qui font buzzer à fond. Donc l'hydroxychloroquine, c'est un peu moins vendeur, quoi. J'avais demandé pourtant, et on n'a pas creusé, vos liens d'intérêt. Eh oui, on peut en parler. Hein. Alors, vous avez un intérêt, vous, à attaquer... Qui vous paye pour faire ça, pour attaquer Didier Raoult? Qui vous paye pour défoncer la chloroquine? C'est les gens qui font les vaccins qui vous payent? C'est Pfizer? Avouez. Fab, tu veux y aller d'abord sur tes liens d'intérêt? Bah voilà, merci. L'intégralité de mes conflits d'intérêts potentiels dans l'affaire. Aucun, Donc rien. vous n'êtes pas payé par l'industrie du médicament, ni l'un ni l'autre, à aucun moment. Je ne touche pas un centime qui vienne du domaine de la santé, moi. Ouais. Ou d'une industrie, je vois, enfin, non. Non. C'est bien. Non. C'est plus simple. Et pour être complètement transparent là-dessus, ce projet qu'on a, sur lequel on publie, on l'a tous fait sur notre temps libre, donc on n'a même pas le financement pour ça. C'est-à-dire que c'était même pas sur du temps de travail des auteurs. C'est-à-dire que c'était fait sur, on prenait notre temps perso pour écrire. Fab a pris énormément de temps pour l'analyse des données, sur son temps perso, etc. Hein. Donc on n'avait même pas notre temps payé pour faire ça, quoi. Donc vous avez envoyé un scud, mais que pour le plaisir et l'amour de la science. Comme l'amour de la science. Comme Damien hier, il est payé comme praticien hospitalier, mais c'est pas dans le cadre de son travail qu'il s'est occupé de nous faire publier un article qui demande la rétractation de Gautret. Oui. Tout ça a été fait sur du temps libre. Donc ça c'est réglé. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments du cœur de l'histoire qu'on a raté et où vous voudriez revenir parce que vous pensez que c'est important que les gens comprennent ce qu'on a dit? Je crois qu'on a brossé l'essentiel, mais au cas où on aurait oublié quelque chose, n'hésitez pas, dites-moi. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important qu'on n'a pas dit, c'est que notre publi, c'est pas une publi qui démonte l'IHU, qui démonte ses pratiques. C'est une publi qui part de ce constat pour essayer de prendre un peu de recul et de dire il y a un problème dans l'édition scientifique. Si on peut faire ça dans l'édition scientifique, c'est qu'il y a un souci. Il serait bien de mettre en place des garde-fous qui n'existent pas aujourd'hui pour éviter que ça se reproduise. On va sur Google Scholar ou sur PubMed, on tape Raoult 09022, on a 350 résultats. Ça sort dans l'Express, Victor Garcia fait un article. Un mois après, ils soumettent un autre article avec le même numéro d'autorisation à une revue scientifique. Personne n'est allé regarder si cette autorisation avait déjà été utilisée. Et on passe de 247 à 248. Ça c'est piquant ça, quand même. Ouais. Dans l'intervalle entre le moment où vous sortez l'affaire et aujourd'hui, ils ont réutilisé ce fameux numéro dont on ignore ce qu'il autorisait au départ. Tout à fait. Et c'est exactement, je pense que Fab il met en avant quelque chose de vraiment essentiel. Ce qu'on met en avant de nous dans l'article, c'est qu'il faut des processus éditoriaux de vérification de ce que les études peuvent faire et de ce que les chercheurs peuvent faire
pour en fait éviter des abus. Là, on ne sait pas si on est sur des cas d'abus, on peut pas savoir en fait. Ce qu'on peut savoir, c'est que ça a été utilisé de très nombreuses fois sur des études très hétérogènes. Oui, bien sûr. Mais du coup, il faudrait des processus pour potentiellement éviter ça, ou en tout cas pour que si ça arrive, on ait la certitude qu'il n'y ait pas qu'il y ait rien de douteux en fait. Oui, puis qu'on le Peut-être on qu'on met le en avant. repère en moins de 30 ans, ça serait bien. Ce 248e papier, pardon, je suis curieux, il y a Raoul dessus? Ce serait piquant au carré, quoi. C'est juste ça, bon, mais c'est pas grave, peu importe à la rigueur. Qu'est-ce que vous espérez comme résultat pour ce papier-là? Est-ce que vous appelez de vos voeux certains types de recherches? Est-ce qu'il y a des questions? On vous dit ça quand même, il faudrait que, au-delà des éditeurs et du système qui doit modifier, ça c'est compliqué, hein. Mais est-ce que vous dites, là, il y a des collègues qui pourraient se poser telle question sur tel sujet, étudier, produire, parce que nous on ne peut pas tout faire, hein. Nous, moi rien, et vous, vous faites ce que vous pouvez. Voilà, sur quoi vous aimeriez voir des gens enquêter et publier? Personnellement, j'aimerais bien que ce genre d'analyse se fasse un peu plus souvent. Donc des analyses assez méta. Le problème, c'est que c'est encore une fois très difficile à publier. Donc j'espère que les journaux vont changer un petit peu là-dessus. J'espère aussi qu'ils vont accepter, et ça c'est quelque chose, je pense que on partage un petit peu tous, hein, en incluant aussi Damien et d'autres. J'espère que les journaux vont accepter de publier les critiques vis-à-vis des études qu'ils ont déjà publiées en fait. C'est quelque chose avec lequel on a vraiment beaucoup de difficultés. Nantes qui est dans le chat pourra expliquer peut-être pour une autre émission à quel point on galère actuellement à faire rétracter un papier qui est juste complètement mauvais. Ça fait plus de 400 jours qu'on a envoyé notre réponse et on n'a toujours pas de retour, même si les relecteurs de notre réponse, de notre rebuttal, comme on dit en anglais, ont tous été d'accord sur le fait que ce qu'on avait soulevé était complètement correct et que l'article ne tenait pas la route. Donc on est sur des choses où moi j'aimerais vraiment que les chercheurs fassent plus ce genre de réponse. Bon, ils laissent mourir un petit peu, ils disent c'est un mauvais article, c'est pas grave, il sera pas cité. Donc, moi, j'aimerais qu'ils fassent plus ce travail-là, et j'aimerais que les maisons d'édition et les éditeurs, etc., acceptent de publier des critiques qui sont honnêtes, bien formulées, etc., tant qu'on n'est pas dans l'insulte, évidemment, ou dans la dominem. Fabrice, avant que tu répondes, le chat, si vous voulez poser une question à nos invités, le segment va s'achever. Mettez question entre crochets, posez votre question, et puis là, dis-moi, Question ou ask on regardera. C'est maintenant, hein. De ton côté, Fabrice, est-ce qu'il y a... J'ajoute avant toi, Fab, juste une seconde, j'ajoute le papier dont j'ai parlé avec Nantes, on n'est pas sur une petite revue contrôlée par un éditeur qui ne peut rien faire, hein, on est sur du Scientific Report, hein, donc c'est avec Nature, c'est du gros journal, et donc on voit bien que même chez eux, il y a des problèmes. Hein. Forcément. Donc je voulais répondre à ta question, et donc je recherchais cette étude de la 248e, et puis du coup j'ai trouvé, a priori, je vérifierai, mais la 249e. En direct. Il y en a une de plus. Donc il y a bien Didier Raoul dans les auteurs et Pierre-Édouard Fournier. Donc cette étude a été soumise après le papier dans l'Express. Donc c'est signé par Pierre-Édouard Fournier, c'est piquant, parce qu'il est, il est directeur actuellement. Voilà. Quelqu'un pose une question hyper intéressante. Quelqu'un possède des actions Elsevier. Donc Elsevier. Et dit, est-ce que les actionnaires peuvent faire pression? Le problème, c'est que il faudra un sacré nombre d'actions. Il faudra, parce que ça rapporte tellement d'argent que tout changement du système va rapporter moins après. Il y a de fortes chances. Hein. C'est vrai que c'est une piste qu'on n'avait pas envisagée. L'actionnariat éthique de la recherche scientifique. L'actionnariat éthique. Tu peux me la refaire sans baver, s'il te plaît? J'ai inventé l'expression. Non mais voilà, mais parce que bon, on peut être actionnaire parce qu'on a de l'argent en place et j'ai pas de jugement à porter. Mais c'est vrai que la finalité est rarement l'éthique ou le bien-être de l'humanité, c'est souvent les revenus. Mais il y a des gens qui peuvent vouloir faire le bien avec leur argent. Donc ouais, voilà, c'est une hypothèse dansée comme ça. Go acheter plein d'actions Elsevier. Oui, on aurait pu faire un débat sur Elsevier et faire rétracter Gautret, mais je suis pas sûr qu'on aurait réussi. Encore une fois, et heureusement, la maison mère n'a pas tout pouvoir sur l'éditeur scientifique. Il a, heureusement, une certaine liberté. Chaque journal est un peu indépendant. Mais bon.
En gros, c'est un système. Hein, c'est ce qu'on disait avec Damien l'autre jour. Hein, il y a un système qui est. C'est très compliqué parce que soit on rase tout. Alors, si on commence à zéro, c'est compliqué. Mais ceux qui ont le pouvoir de décider sont les gens qui n'ont pas d'intérêt personnel à ce que ça change. Ça. Et ça, c'est valable un peu dans tous les milieux. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais en science, on est censé avoir les outils pour poser ces questions-là. Donc c'est bien un domaine où on est censé vouloir être vertueux et attacher notre importance à ces questions, c'est la recherche. Et si même là, on n'y arrive pas, caramba. Un mot de la fin, monsieur, à moins qu'une question que tu vois passer soit pertinente. J'ai pas vu de question qui soit vraiment pertinente pour les invités. Des questions sur pourquoi Raoult est à ce point suivi, c'est pour un sociologue. Hein. Peut-on acheter des actions de l'IHU Méditerranée? Est-ce le bon moment? Je vous laisse écouter les conseils de Idriss Aberkane sur les placements et sur la guerre en Ukraine. Voilà. Je pense qu'il veut dire acheter des roubles. Voilà, faites ça. Voilà, un mot de la fin ou un message important que vous voulez faire passer, messieurs? Un message sur les métriques, peut-être. J'avais passé ça. Est-ce qu'on peut adapter les métriques qui sont utilisées dans la recherche? Les métriques, c'était une des questions. Donc, c'est toutes les mesures qu'on a pour évaluer un chercheur. Donc, actuellement, c'est surtout le nombre de publications, l'impact facteur des journaux où l'article est publié, où les articles sont publiés, du coup, le nombre de citations, le H-index, ce genre de choses. Et oui, potentiellement, je pense qu'on peut, par exemple, il y a Altmetric, hein, qui est un outil qu'on peut utiliser, qui lui permet de traquer où l'article est mentionné en dehors des articles de recherche, donc sur quel blog, sur quel site de news, sur quel, etc. Dans les tweets, etc. C'est quand même assez pratique de voir où on parle d'un article de recherche, et ça permet d'avoir une mesure différente. Il y a aussi l'idée de mesurer la transparence des articles. Est-ce que les données sont mises en avant publiquement, ou mises librement à l'accès de tous publiquement si c'est possible, hein. Est-ce que le code d'analyse des données est disponible en ligne? Est-ce que, etc., etc. Mais je pense que le problème... Il faut se diriger vers l'open access, l'open science. L'open science à fond, ça se développe. Ouais. Mais donc moi, quand je donne des formations aux doctorants, je leur donne ce conseil, c'est que, ok, faites un papier dans un impact factor, il faut le faire, montrer que vous savez faire, mais dans votre thèse, publiez aussi en open science pour montrer que vous savez ce que c'est, que vous êtes ouvert à ça, parce que quand on va vous recruter, on verra que vous avez les pieds dans les deux mondes. Et on veut des gens qui ont ces deux pieds pour pouvoir quitter l'ancien, en fait. Et les équipes, je pense, beaucoup en ont envie, mais si les jeunes chercheurs jouent uniquement le jeu de l'ancien monde, eh ben, on va recruter que des gens dont on ne sait pas s'ils sont prêts à faire le changement. Donc faites ces deux choses. Chers jeunes chercheurs, chers doctorants, vous êtes libres vous-même de choisir où vous allez publier. Et donc faites l'effort un de vos papiers de le faire en open science, c'est-à-dire une revue qui n'est pas possédée par des actionnaire, une revue dans laquelle vous publiez toutes vos données, où tout est accessible, et où on n'a pas à payer pour avoir accès à votre recherche, parce que vous le devez à vos concitoyens. Après, l'encouragement, même presque le devoir de médiation scientifique et culturelle qui devrait normalement peser sur les épaules des chercheurs, je n'ai pas l'impression qu'il empêche énormément de gens de dormir. Hein. Non, c'est vrai. Théoriquement la mission, mais... C'est la mission. Et il y a beaucoup de gens qui, sans doute, ne savent pas comment faire, parce qu'ils sont dans un système, ils ne savent pas comment sortir. Donc moi c'est le conseil que je vous donne. Il y a plein d'initiatives en France. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives en France. Par exemple, HAL, qui est la plateforme de mettre ses articles scientifiques. Voilà, HAL. Donc si on prononce en anglais, on dit souvent HAL, mais bon voilà. En français, le H est très muet. Le HAL, c'est vraiment extraordinaire en fait, parce que ça permet de mettre tous les articles dès qu'ils sont même soumis en préprint si on le veut, mais une fois qu'ils sont acceptés, dans le pire des cas, avec un embargo de 6 mois en ligne. Pour tous. Et c'est une initiative française qui est formidable. On est protégé par la loi française pour le faire. C'est-à-dire que peu importe ce que les éditeurs et les maisons d'édition veulent, peu importe le droit américain qu'ils peuvent essayer de mettre en avant, ce qui compte, c'est que le droit français protège les auteurs français d'articles scientifiques pour mettre sur HAL avec un embargo maximum de 6 mois. Ont le droit de mettre leur publication sur HAL. Et ceux qui ne le font pas, soit ils savent pas et c'est des nuls, soit ils veulent pas le faire et c'est pire. Ouais, pas de savoir, ça se comprend, hein, parce que c'est compliqué un peu de travail. Un peu de travail. Voilà.
Au départ, c'est compliqué. Maintenant, ça s'est vachement amélioré quand même. Moi, je me rappelle de ma première publication, enfin soumission à HAL, c'était un peu compliqué. Et puis, il y a une modération, parce que tout n'est pas en ligne directement. Il n'est jamais Ok, trop modération tard. et Vous tout ça. pouvez être le Mais il faut le référent de faire. votre laboratoire pour inciter vos collègues Absolument. à le faire. Voilà. En France, la carrière, c'est compliqué, quoi. On peut pas non plus trop en vouloir aux jeunes chercheurs J'en veux pas aux gens. qui manquent d'énergie, quoi. Non, mais parce que là, on a l'air de les accabler, alors que, je veux dire, on vient du monde de la recherche aussi, de base. Il faut que ça s'améliore et ça va pas s'améliorer si chacun dit que c'est les autres qui doivent le faire. Ah, mais totalement. C'est tout. Non, mais par contre, pour revenir à la question des métriques, je pense qu'il faut éviter, en fait, moi je suis pour éviter les métriques en général, parce que si on met l'accent maintenant sur tout ce qui est open science, etc., en fait, comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont un peu game la métrique des citations, etc., et ben, il y a des gens qui vont game le système de l'open science et qui vont dire, bah voilà, regardez, moi je publie tout transparent, mais par contre, ils vont publier des articles qui n'ont aucun intérêt, mais qui seront 100% transparents, quoi. On aura Donc, faut toujours se des méfier. gens qui vont jouer avec les règles. Voilà. C'est inévitable. Mais ça peut pas être pire. Enfin, est-ce que ça peut être pire que le système On actuel? est obligé de croire que c'est possible. Oui. Sinon, juste on arrête. Si on C'est vrai, si on c'est n'a vrai. aucun optimisme, pourquoi faire de la recherche? Ouais. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Personne ne vous a payé pour être là. Il est Non, voilà, il fait chaud tout ça. Vous prenez de votre temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais je le dis souvent, c'est vraiment extrêmement précieux. C'est-à-dire que nous, petits vulgarisateurs, on fait ce qu'on peut, mais un travail comme ça, publié dans une vraie revue, alors d'ailleurs, un mot sur là où c'est publié, quand même, parce qu'on l'a pas dit, parce que quand on est à l'IHU, on envoie par la poste et c'est publié dans la seconde. On n'a rien à faire. Vous avez travaillé pour que ce soit publié, et c'était pas gagné. Donc c'était publié où? Et est-ce que vous avez demandé d'abord ailleurs, enfin, soit ça s'était refusé, et puis vous avez retravaillé dessus. Donc, en 2 mots, cette histoire de comment ce papier est sorti. Tu veux y aller, S'il Fab, vous ou tu veux plaît. que je passe? Comme tu veux, hein. Bah, de toute façon, je pense qu'on a la même expérience, hein. Ouais, vas-y, du coup, je te laisse y aller. Donc on a soumis, oui, un certain nombre de revues. Et petit à petit, le papier a pris forme, puisque c'est passé comme ça oh, on a trouvé quelque chose qui va pas. Ah, on a trouvé quelque chose qui va pas, mais on essaye de proposer des solutions pour que ça n'arrive plus. C'est un petit peu les deux sont liés, à mon sens. Et donc, le journal qui le publie, on le rappelle, s'il vous plaît, parce que pour l'instant, vous n'avez pas accès, les gens, mais en août, alors, est-ce que ce sera derrière un paywall ou est-ce que ce sera libre? Non, ça sera libre complètement. On a le CC BY dessus, hein, donc c'est notre article. Il sera disponible à tous, publié par Research Integrity and Peer Review, donc intégrité de la recherche et revue par les pairs, Très bien. qui est un journal BMC qui lui-même appartient, BMC, donc à Nature Publishing Group. Mais effectivement, l'article sera disponible à tous, sans paywall, et il y a déjà la version préprint, hein, qui est donc nettement moins complète, qui est la version qu'on avait soumise à l'époque à ce journal-là, mais le préprint était en ligne, lui, sans problème. Donc, évidemment, dès que ça sort, je pense que je le verrai, enfin, vous partagerez, je le verrai, on repartagera nous aussi, et vous pourrez aller lire cette recherche, et vous pourrez émettre des jugements. Et si un problème, vous avez PubPeer, vous pouvez mettre vos critiques, vous pouvez écrire aux éditeurs pour rétracter ce papier s'il est mauvais. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle, voilà, c'est très précieux d'avoir des gens qui prennent de leur temps, parce que les compétences qu'il faut pour faire ça, il n'y a pas grand monde qui les a. Et vous les avez, et c'est très précieux, et vous prenez des risques, parce qu'évidemment, l'un comme l'autre, vous prenez des monceaux d'injures partout. Loni, toi-même, on peut le rappeler, hein, tu as quand même été dénoncé, doxé par Didier Raoult sur des propos que tu n'as pas tenus. Et du coup, tu portes plainte, ou c'est lui qui porte plainte contre qui dans cette affaire? C'est moi. Tu portes plainte contre Didier Raoult. Pour diffamation. Est-ce que ça avance, en 2 mots? Alors, oui, mais doucement, hein. Les tribunaux sont chargés, hein, donc ils sont comme tout le monde un petit peu, hein, complètement overbookés, et donc ça va prendre du temps encore. Bon, en tout cas, oui, effectivement, c'est c'était pareil. un épisode assez malheureux. Ouais. Ça, on suivra l'affaire aussi, parce que la manière dont tu as été traité, c'est pas bien, c'est pas normal. Même si tu énerves beaucoup ce monsieur, ce qu'on peut comprendre, il n'a pas à dire ces choses-là qui sont graves et qui peuvent te mettre toi en danger. Donc merci beaucoup pour votre Merci travail à toi. et votre œuvre, et on vous libère, on vous dit bonne soirée, et on va passer à la séquence numéro 3 de l'émission. À bientôt. Ciao. Merci encore.